Mais en ce moment, ce que nous essayons de faire, c'est d'utiliser ces proxys que nous créons, comme l'Ukraine. Et la Géorgie ne veut pas devenir l'un de ces types de proxys. Vous en étiez déjà un, en quelque sorte, lorsque les Russes ont avancé sur vous précédemment. Mais c'est ce que nous faisons. Nous essayons de créer des proxys pour faire le travail que nous voulons accomplir contre la Russie. C'est-à-dire la saigner jusqu'à ce que Poutine tombe et que la Russie soit à peu près la même qu'elle était lorsque Eltsine a pris le pouvoir. C'est notre objectif. Bonjour à tous, ici Pascal, des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, nous allons à nouveau parler de la Géorgie et des affaires mondiales, et de ce qui se passe, notamment maintenant dans les nations du Caucase, après les tentatives échouées des néocons, de l'Union européenne et des États-Unis l'année dernière, pour orchestrer ce qui ressemblait beaucoup à un changement de régime, après que le gouvernement actuel de la Géorgie ne se soit pas montré assez hostile envers la Russie. Pour en discuter, j'ai de nouveau avec moi mon ami et collègue, Lasha Kasradze, un Géorgien vivant aux États-Unis, et pour la première fois, le colonel Lawrence Wilkerson, un officier retraité de l'armée américaine, ancien chef de cabinet du secrétaire d'État et membre du groupe d'activistes Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Messieurs, bienvenue. Gentlemen, welcome. Merci. Let's start with Georgia and then we go later. Commençons par la Géorgie, puis nous pourrons aborder ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. L'année dernière, il y a eu tout ce tumulte, et il y avait des manifestations dans les rues. L'ancienne présidente, Mme Zurabishvili, a dit qu'elle ne quitterait pas son poste, mais finalement, elle l'a fait, une fois son mandat expiré, le 29 ou 30 décembre, je crois. Maintenant, nous parlons de sanctions contre la Géorgie, non seulement contre des individus, mais contre le pays entier. Pourriez-vous tous les deux nous expliquer ce que nous savons des plans de ce comité bipartite aux États-Unis? Peut-être que nous commençons par Larry Wilkerson d'abord, puis Lasha Kasradze. Larry Wilkerson first and then Lasha Kasradze. Le premier commentaire que j'aurais est de jeter un coup d'œil à la Syrie et aux sanctions vraiment sévères. Car ce qui a vraiment amené la Syrie au point où Bachar al-Assad ne pouvait plus tenir et où son armée ne fonctionnait plus, ce sont les sanctions. Le salaire moyen d'un lieutenant, par exemple, a diminué d'environ 65 à 70%, même s'il avait une famille ou autre. Donc les sanctions étaient draconiennes. Tout ça pour dire que si les États-Unis veulent imposer ce genre de sanctions, ces sanctions vraiment draconiennes, à la Géorgie ou à la Roumanie par exemple, ou à tout autre pays avec lequel ils sont en désaccord à ce moment-là, alors ils peuvent vraiment influencer de manière significative ce qui se passe dans ce pays. Et je pense que cela, si je le comprends bien, implique que mon compatriote de Caroline du Sud envoie une liste à Marco Rubio de noms individuels réels et peut-être même d'entreprises ou de sociétés ou de commerces incorporés en Géorgie que les États-Unis devraient cibler. Rubio lui-même, en tant que sénateur, devrait suggérer au président que nous les ciblions. Cela semble inconcevable, mais en même temps, je dois dire que c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons aux États-Unis. Nous avons le Bureau de contrôle des avoirs étrangers et le Trésor m'a dit il y a environ 6 mois, je suppose, que le nombre de pays que nous avons sous sanction et le nombre d'individus que nous avons sous sanction, j'ai fait un petit calcul à la main, et vous savez, nous avons environ 25-26% du monde sous sanction. C'est incroyable combien de personnes nous avons sous sanction. Nous les utilisons comme une arme, tout comme nous le faisons avec les bombes, les balles et les baïonnettes. Et cela ne me surprendrait pas du tout qu'ils ciblent le parti qu'ils n'aiment pas en Géorgie, avec des sanctions et des personnes qui soutiennent ce parti. Et la raison pour laquelle ils le font, bien sûr, c'est parce qu'il y a un gouvernement
Du moins, c'est mon appréciation de la situation. Il y a un gouvernement, aussi précaire que puisse être sa prise sur la structure politique et le peuple, qui veut une politique étrangère équilibrée entre le géant du Nord, capitale Moscou, et les deux géants dans l'autre direction. L'Occident, d'abord l'OTAN, puis l'UE même avec elle, et Washington. Et c'est pour moi une politique saine, une politique d'équilibre et de distance, une politique qui dit que je veille d'abord sur la Géorgie. Mais ce n'est pas ainsi que les États-Unis le voient. Oui, donc les États-Unis et aussi les Européens ont dit que la Géorgie devait changer de cap. Je veux dire, ils ont, en particulier à propos de la loi sur les ONG, officiellement déclaré que si votre Parlement adopte quelque chose avec lequel nous ne sommes pas d'accord, alors eh bien, soit vous changez, soit autre chose. Et maintenant, il semble qu'ils réfléchissent à autre chose. Lasha, pouvez-vous nous dire ce que nous savons sur ce qui est discuté en termes de sanctions, ou ce qui est déjà mis en œuvre et ce qui est en discussion? What is already implemented and what is being discussed? Right. Well, thank you, Pascal, once again. D'accord. Eh bien, merci Pascal, encore une fois. Et c'est formidable de vous avoir, colonel. Content de vous revoir. Je n'aurais jamais pensé vivre un jour où Washington, les États-Unis, imposeraient des sanctions à la Géorgie. J'ai étudié et vécu aux États-Unis pendant 30 ans maintenant, et c'était tout simplement inimaginable. Donc cela nous dit, et je vais vous donner une vue d'ensemble de cela, puis je parlerai des dangers auxquels la Géorgie est confrontée. Ce que je pense que la Géorgie affronte à la suite de l'élargissement de ces sanctions. Cela montre essentiellement qu'il n'y a pas de code moral dans le système international. Nous avons étudié cela, nous avons appris cela, nous savons cela. La Géorgie est, je dirais, la république la plus engagée pro-occidentale de la région, la république la plus loyale de la région, à commencer par son engagement en Afghanistan. Vous savez, envoyer ses troupes et participer à l'opération antiterroriste pendant des décennies en Afghanistan, pour être fondamentalement franc et ouvert sur son désir de rejoindre l'Occident en termes de sécurité et d'infrastructures économiques, l'Union européenne et l'OTAN. Et elle s'est engagée sur cette voie depuis le premier jour de l'ère post-guerre froide et la dissolution de l'Union soviétique, sans parler d'un désir séculaire de faire partie de l'Occident. Et pourtant, aujourd'hui, nous assistons à cette politisation ridicule, à mon avis, de ce qui se passe en ignorant la réalité sur le terrain. Et c'est encore une autre, je dirais, sorte de dernier vestige de la capture de l'État néoconservateur de la Géorgie aujourd'hui. Bien que je doive être prudent ici pour dire ce qui suit, notre bon ami James Carden m'a dit une fois, lors d'une interview, que cet instinct néolibéral, cet instinct messianique est si profondément ancré dans la psyché politique américaine que chaque fois qu'ils en ont l'occasion, ils saisiront l'opportunité. Donc à mon avis, ce n'est pas encore terminé. Oui, nous assistons à des changements fondamentaux sur le terrain dans le système international. Et oui, cela a donné à la Géorgie une sorte de marge de manœuvre pour mener une politique étrangère pragmatique, une politique régionale envers la Russie, que je défends complètement et que je continuerai à défendre, en termes de trouver un moyen de survivre en tant que petit État dans un voisinage très hostile vis-à-vis de la Russie. Mais cela ne veut pas dire que, vous savez, même sous l'administration Trump, je déteste le dire, il n'y a aucune garantie que cela ne se retournera pas contre la Géorgie ou que les sanctions ne seront pas élargies. Maintenant, l'implication concessive ici est qu'avec l'arrivée de l'administration Trump, les sanctions seront retirées de la table. Elles seront levées. Je ne serai pas si enthousiaste à ce sujet,
Pas encore. Il y a encore un long chemin à parcourir. C'est vrai. Oui, philosophiquement parlant, l'administration Trump et Trump lui-même ne sont pas d'humeur, je crois, à s'engager dans de grandes aventures. Il a un énorme défi devant lui pour résoudre tout ce problème entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voyons ce qu'il peut faire là-bas. Nous voyons maintenant comment il a exercé une pression sur Netanyahou pour mettre fin à ce conflit. Mais vous savez, nous voyons ces choses, et je veux l'examiner comme un schéma commun de l'instinct de M. Trump quant à ce qu'il veut faire en termes de concentration sur, vous savez, la réelle politique, entre guillemets, et sur les relations internationales basées sur les besoins et les intérêts. Mais cela est encore loin d'être terminé. Il n'y a aucune garantie que les sanctions de la Géorgie ne s'élargiront pas. Bien que je donne de meilleures chances sous l'administration Trump, ces sanctions pourraient être en quelque sorte retirées de la table. Juste une seconde, car ce n'est pas seulement M. Trump, n'est-ce pas? D'après ce que je comprends, il y avait un comité bipartite au Sénat qui discutait des sanctions contre la Géorgie. Donc, je veux dire, ne sous-estimons pas le pouvoir du Congrès de demander ensuite à l'exécutif de réellement imposer des sanctions, n'est-ce pas? Absolument. Pourriez-vous nous mettre rapidement à jour sur ce qui est discuté en termes de sanctions? Parce qu'il y avait déjà des sanctions sur des individus du gouvernement actuel du rêve géorgien. Mais la discussion maintenant est de réellement imposer de vraies sanctions économiques, comme l'a dit le collier Lawrence Wilkerson, sur l'ensemble de l'économie. Je vais répondre à cela dans une seconde. Juste la dernière chose que j'ai entendue aujourd'hui avant cette conversation, c'est que 14 députés du Parlement britannique envisagent d'imposer des sanctions supplémentaires. Donc il y a seulement quelques heures que j'ai entendu cela. Mais pour répondre, pour revenir à votre point, Pascal, oui, je pense, vous savez, si je me souviens bien, tout a commencé par sanctionner Ivanishvili, en quelque sorte en imposant des sanctions partielles à Ivanishvili lui-même. Je ne sais pas s'ils se sont étendus à ses membres de famille, je ne suis pas sûr. Mais c'était en partie pour le sanctionner comme un geste symbolique, une sorte de signal qu'il y avait une possibilité de plus à venir. Et tout cela est fait sous l'initiative de M. Joe Wilson, évidemment, je crois, en conjonction avec les forces d'opposition en Géorgie. Et tout cela se fait sous la commission d'Helsinki au Congrès. Et donc M. Wilson dirige cet effort, autant que je sache. Ensuite, le département du Trésor et le secrétaire Blinken l'ont également annoncé, bien sûr, lorsque les premières sanctions ont été imposées à Ivanishvili. Mais le processus initial, le processus global et les efforts quotidiens pour le maintenir en vie, si vous voulez, se déroulent sous la direction de Joe Wilson à la commission d'Helsinki. Donc oui, potentiellement, s'il décide d'élargir les sanctions, cela se répercutera sur les entreprises géorgiennes et l'économie au sens large. Et Dieu nous en préserve. Si la société géorgienne commence à ressentir cela, non seulement ce sera injuste, immoral et contraire à l'éthique, mais cela pourrait également entraîner davantage de troubles et de bouleversements politiques, ce qui est probablement ce qu'ils recherchent. Ils cherchent une sorte de réaction politique, une réaction sociétale contre Ivanishvili. Et je dirais simplement, en tant que Géorgien, je dirais simplement à mes compatriotes géorgiens et à la société géorgienne en général, de marcher très prudemment et d'examiner cela à un niveau plus profond et de réaliser que tout cela est politiquement motivé. En d'autres termes, il n'y a aucune raison pour cela. Et si vous regardez les demandes, d'ailleurs, elles sont très vagues. Tout d'abord, ils sont obsédés par cette idée de relancer de nouvelles élections, comme si ces élections n'étaient pas assez bonnes. Et parce que vous savez, ce parti a gagné, et ce parti est considéré comme pro-russe,
alors qu'en réalité, tout ce qu'il fait, c'est essentiellement essayer de survivre en tant qu'État, en tant que pays lui-même. Et donc, vous savez, toute idée à Washington et à Bruxelles que la Géorgie devienne turbulente ou incontrôlable est considérée comme la Géorgie devenant pro-russe. Nous le savons en tant que ceux qui vivent, étudient et travaillent ici, n'est-ce pas, aux États-Unis. Mais la différence est que c'est en quelque sorte une caractéristique de la politique étrangère en Amérique, n'est-ce pas? Mais là-bas, ils ne le savent pas. Et cela pourrait causer, vous savez, et cela pourrait, ce qui est regrettable, mais cela pourrait provoquer la panique, cela pourrait provoquer des réactions inattendues. Et je pense que c'est ce qu'ils attendent. Mais l'idée générale des sanctions derrière cela est de dire d'une manière ou d'une autre, sans aucune preuve, à la société géorgienne que ces élections ont été truquées ou falsifiées, et que Georgian Dream a en quelque sorte truqué les élections, et que le résultat opposé se trouve quelque part dans un coffre-fort sur le dossier de quelqu'un où, vous savez, ils peuvent dire « Oh, regardez, en réalité, Georgian Dream a perdu et les partis d'opposition ont gagné. » Il n'y a eu aucune preuve de cela du tout. Et pourtant, ils continuent de marteler ce point. Oui, ce qui soulève vraiment la question, colonel Wilkerson. Deux choses. Premièrement, l'efficacité des sanctions est quelque chose que nous devons vraiment bien discuter. Car d'une part, oui, les sanctions ont définitivement fonctionné en Syrie. D'autre part, il y a beaucoup de cas où les États-Unis imposent des sanctions depuis des décennies et le changement de régime souhaité n'a pas eu lieu. Exemple, Cuba. Un autre exemple, l'Iran. Alors, colonel, reconnaissez-vous un schéma lorsque les sanctions américaines ont réellement fonctionné comme prévu et lorsqu'elles ne fonctionnent pas? Et deuxièmement, si, comme le dit Lasha, la Géorgie est déjà conforme à la plupart des exigences occidentales en termes de démocratie et d'intégration de leur économie avec l'Occident, alors quel serait l'objectif ultime de telles sanctions? Eh bien, vous avez en fait répondu à l'une de vos questions dans votre question juste à la fin. Ce n'est pas la démocratie si vous élisez quelqu'un que nous ne voulons pas. C'est ainsi que nous le voyons. Je suis désolé, mais c'est ainsi que nous le voyons. Et c'est un thème récurrent depuis Bill Clinton, depuis le 11 septembre, en fait. Et cette nouvelle politique de nous ne prendrons personne menaçant notre hégémonie. S'il y a la moindre menace, nous vous poursuivrons avec des sanctions, une force militaire ou les deux. Voici le problème que je vois pour vous. Chacune des situations dont vous avez parlé est différente, bien sûr. J'ai travaillé sur Cuba pendant 11 ans, dont 5 pour le président Obama et la diplomatie de la piste 2. J'ai beaucoup été à la Havane. Et c'est une situation très unique. Mais je viens de déjeuner avec la nouvelle ambassadrice ici à Washington, et c'est pas divulguer des confidences parce qu'elle l'a effectivement dit pour que la presse le rapporte. Personne ne se soucie de Cuba en Amérique, sauf quelques personnes en Floride. Mais ce qu'elle a dit, c'est « Voulez-vous un autre Haïti? Voulez-vous un autre Haïti dans les Caraïbes? Parce que c'est ce que vous allez avoir. Très bientôt, vous allez avoir 300 000, 400 000, un demi-million de Cubains chaque mois venant en Floride. Vous voulez ça? Et elle a dit, comment pensez-vous que cela fonctionnera avec Donald Trump? J'ai dit, je ne sais pas. Vous feriez mieux d'être prudent, cependant. Mais c'est à quel point la situation est désespérée à Cuba maintenant. Il a fallu beaucoup de temps pour y arriver, mais nous y sommes. Et Biden vient de lever peut-être certaines des mesures les plus draconiennes alors qu'il quitte ses fonctions. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais il a levé les sanctions pour les États soutenant le terrorisme, parce que Cuba n'avait pas soutenu le terrorisme depuis 35 ou 40 ans, si tant est qu'il l'ait jamais fait. Et donc il est parti en levant ses sanctions. Grande question ici,
et ce sera sûrement au centre des préoccupations de la nouvelle ambassadrice. Trump les rétablira-t-il? Rubio le suppliera de les rétablir. Alors attendez-vous à voir ces réfugiés à la fin de toute façon. Mais chaque situation est différente. L'Iran a une situation entièrement différente. Cuba a perdu le Venezuela. Le Brésil est perdu. Il a perdu tout son soutien extérieur. La Russie, bien sûr, en premier lieu. Donc c'est désespéré en ce moment. L'Iran a la Chine, il a la Russie, même avec le fiasco en Syrie. Et donc il a un peu de marge de manœuvre, si vous voulez. Il a des flottes de navires qui livrent des composants secrets à toutes sortes de personnes, principalement du pétrole et des produits pétroliers. Donc chaque situation est différente. Je dirais que la Géorgie serait particulièrement vulnérable aux sanctions, surtout si nous devenions vraiment draconiens à ce sujet. Mais laissez-moi revenir en arrière et essayer de donner à vos auditeurs une vue d'ensemble plus large. Je suis censé parler à quelques personnes la semaine prochaine qui sont dans des situations similaires à celles de la Géorgie, du moins en général en Europe. Nous parlons de choses comme quand l'Allemagne quittera-t-elle l'OTAN. Je pense que c'est imminent. Cela va arriver. Quand la France aura-t-elle un gouvernement? Et ensuite, quand va-t-elle quitter l'OTAN? L'Autriche et d'autres pays semblent ne plus être si amicaux envers l'Alliance, et peut-être même ne veulent plus y rester. Cela va provoquer une véritable convulsion avec la politique américaine au cœur de l'Europe. Car ce que la politique américaine est en ce moment, c'est premièrement rétablir son hégémonie économique sur l'Europe. Oui, sur notre allié. L'Allemagne était le plus grand opposant à cela. Pas l'Allemagne se levant à la tribune pour dire « Nous sommes votre ennemi, nous sommes une menace ». Ils étaient simplement une puissance et ils nous menaçaient. Quelqu'un veut discuter de Nord Stream 2 et de qui l'a vraiment détruit. L'Allemagne est dans un véritable dilemme politique en ce moment, je pense. Et je ne sais pas comment cela va se terminer, mais je pense qu'il y a de bonnes chances qu'ils partent. Cela va vraiment bouleverser les choses. Mais pour l'instant, ce que nous essayons de faire, c'est d'utiliser ces proxys que nous créons, comme l'Ukraine, et la Géorgie ne veut pas devenir l'un de ces types de proxys. Vous l'étiez déjà en quelque sorte, lorsque les Russes ont avancé sur vous précédemment. Mais c'est ce que nous faisons. Nous essayons de créer des proxys pour faire le travail que nous voulons faire contre la Russie, qui est de la saigner jusqu'à ce que Poutine tombe et que la Russie disparaisse, un peu comme c'était le cas lorsque Eltsine a pris le pouvoir. C'est notre objectif. Donc, nous ne nous soucions pas de la Géorgie. Je déteste le dire, mais nous ne le faisons pas. Nous, le peuple américain, le faisons, du moins certains d'entre eux, probablement la majorité d'entre eux, s'ils savaient ce qu'ils regardaient. Mais la structure de pouvoir, l'état profond si vous voulez, le clan oligarchique qui dirige ce pays, qu'il soit démocrate ou républicain, veut sauver l'hégémonie américaine, et il pense que la seule façon de le faire est d'utiliser la Russie pour atteindre la Chine et arrêter la Chine. C'est tout son objectif stratégique. Et il ne se soucie pas du tout de tout allié, ami ou petit ennemi qu'il détruit dans le processus. Et j'ai bien peur que ce soit la vérité crue. J'ai bien peur que ce soit exact. Mais la question serait alors de savoir si ce club, cette batte de sanctions, est réellement l'outil approprié pour y parvenir. Et quand nous regardons la Géorgie, oui, c'est une petite économie, mais elle est aussi très connectée, n'est-ce pas? Surtout si la relation avec la Russie s'améliorait. Et encore une fois, nous devons souligner que le gouvernement géorgien actuel n'a toujours pas de relations diplomatiques, et enfin, de relations officielles avec la Russie. Donc ce n'est pas un gouvernement pro-russe. Ils disent toujours, par exemple, « Rendez-nous nos deux régions et retirez vos troupes de verrouillage ». Permettez-moi de vous interrompre un instant pour vous dire que nous non plus,
Nous n'avons même pas d'ambassadeur russe à Washington et nous n'en avons pas eu depuis 7 ou 8 mois. Et le dernier m'a dit, pourquoi enverrions-nous quelqu'un à Washington? Vous ne nous parlez pas. Donc nous n'avons pas non plus de relations diplomatiques avec Moscou. C'est notre plan et nous ne voulons pas que vous ayez des relations diplomatiques avec Moscou. So we are in a state between war and Nous sommes donc dans un état entre la guerre et la paix à ce stade, ou dans un état très étrange, où une guerre par procuration, bien sûr, est menée. Et tout le monde qui comprend quelque chose comprend qu'il y a une guerre par procuration en cours. Mais cela ne fonctionne pas aussi directement qu'une guerre normale. Maintenant, dans cette situation de conflit, la Géorgie est devenue d'une manière ou d'une autre l'un des pivots ou un nouveau centre d'intérêt. Maintenant, colonel, d'abord, puis l'achat, que pensez-vous qu'un gouvernement géorgien devrait faire dans cette situation? a smart Georgian government should be doing in this situation. Je conseillerais de faire exactement ce que vous faites. Essayez de maintenir un équilibre du mieux que vous pouvez et vous assurer que votre structure politique est conçue pour cela. Et quiconque se retrouve triomphant dans cette structure politique comprend ce point fondamental, cet équilibre, plutôt que de se lancer à fond dans un sens ou dans l'autre. Et comprend aussi ce dont je viens de parler, qu'ils sont utilisés. Ils sont un pion sur l'échiquier. Et il y a aussi une plus grande tapisserie ici. Et je donne une conférence à ce sujet demain matin. Vous savez, nous sommes actuellement impliqués dans un renversement colossal de ce que 3000 ans plus 500 ans réunis représentent en termes d'histoire mondiale. Nous avons eu une quantité colossale de pouvoir, culturel, informationnel, intelligence, militaire, vous le nommez, à l'Est pendant longtemps. En fait, tous les empires étaient là. Le Perse, le Moghol, le Mongol, et ainsi de suite. Et tout d'un coup, ce n'était pas tout d'un coup, mais environ 350 ans ou plus, en commençant par Ferdinand et Isabelle et l'exploration du soi-disant Nouveau Monde et tout, et les tonnes d'argent qui sont revenues, des empires ont commencé à se développer en Europe. Et l'Empire britannique, bien sûr, est devenu le plus grand de tous et nous a engendrés. Eh bien, le pendule revient en arrière. Et nous le savons dans ce pays. Le pendule revient en arrière et l'aimant qui attire ce pendule est la Chine. Et c'est inexorable. 1 personne sur 5 sur la surface de la Terre est chinoise. 1 sur 5 est indienne. 3 sur 5 sont asiatiques. 60% du monde est asiatique. Vous êtes pris au milieu. La Russie est prise au milieu. La Russie est vraiment prise au milieu. Ils sont à moitié en Asie et à moitié en Europe, pour ainsi dire. C'est une lutte titanesque. Soft d'articles juridiques. Je viens de lire un texte d'un professeur de Princeton qui, eh bien, flotte dans l'éther. C'est tellement merveilleux. Mais ce qu'il dit, c'est que cette bataille est en cours. Elle est en cours et elle va devenir vicieuse. Et ceux qui se retrouvent au milieu vont payer un prix élevé. Et donc tout ce que vous pouvez faire si vous êtes pris au milieu, c'est essayer de survivre. Et je pense que la meilleure façon de survivre est précisément ce que vous avez fait à ce moment précis. Ce n'est pas, comme l'a fait mon président George W. Bush, de se tenir à Tbilissi sur la place publique et de dire à Saakashvili que vous alliez devenir membre de l'OTAN la semaine prochaine, ou peu importe. C'est insensé. Et on pouvait prédire que la Russie ferait ce que la Russie a fait dans ce cas. Tout comme on pouvait prédire, et je l'ai fait, que la Russie ferait ce qu'elle a fait en Ukraine si nous continuions à être si trompeurs avec eux. Et nous l'avons fait exprès. Nous l'avons fait exprès pour les amener à faire quelque chose de déplacé. Et ils l'ont fait. Et puis nous avons utilisé cela pour tuer un tas d'Ukrainiens. Mais ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est que nous saignons la Russie. Maintenant, voici le point crucial. Donald Trump changera-t-il cela?
Donald Trump n'est pas quelqu'un qui applique les concepts de Halford Mackinder sur le point pivot stratégique de l'histoire et tout ça. Strategic pivot point of history and all that. He's one who wants to build Fortress America. Il est de ceux qui veulent construire la forteresse Amérique. Cela signifie-t-il qu'il va nous replier, peut-être nous retirer de l'OTAN, peut-être partir, peut-être rompre le lien transatlantique, peut-être prêter attention au Groenland, au canal de Panama et à d'autres endroits, comme le Canada? Je ne sais pas, mais je sais que la structure profondément enracinée, financière et autres, beaucoup d'entre eux vivent à Davos ou fréquentent Davos, BlackRock, Vanguard, State Street Group, vous connaissez les noms. Ces personnes observent cela de très près, et elles ne veulent pas de repli de la part de l'Amérique. Aucun d'entre eux ne le veut. Donc je pense que la lutte va être la lutte de ce siècle. Ce sera le cas. Et la question est alors de savoir comment les petits États, qui deviennent accidentellement le centre d'attention, ne deviennent pas l'herbe que les éléphants piétinent. Parce qu'il y a un problème, c'est que nous l'avons vu avec Salomé Zourabichvili, qui a été installé plus ou moins sous le gouvernement Saakashvili. Et Saakashvili lui-même a été formé par les gens de Davos et les réseaux transatlantiques. Il y a des personnes qui sont farouchement loyales à l'Occident, et elles font partie du système politique en Géorgie. Maintenant, quel est le danger que ces personnes prennent le pouvoir et ensuite s'autodétruisent l'État de la même manière que l'Ukraine s'est autodétruite face aux baïonnettes de la Russie? Tu sais, Pascal, c'est un excellent point. Je veux juste revenir sur le point du colonel Wilkerson également. Oui, tout cela a une sorte de flair machiavélique très inquiétant. Je veux dire, tu sais, mais sans trop dramatiser, tu sais, Pascal, pour revenir rapidement à ton point. Ce qui s'est passé en Géorgie au cours des 30 dernières années, et depuis 2003, lorsque Saakashvili est arrivé au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est la formation de ces récits idéalistes utopiques extrêmes auxquels le peuple géorgien a presque instinctivement et naturellement commencé à croire. Et donc ce qui s'est passé, c'est, en quelque sorte, pour revenir à ton point, quelles sont les chances de... Et puis ils sont finalement devenus radicaux. Ils sont devenus irrationnels. Ils sont devenus fanatiques. Je les appellerai ainsi, et ils ont tellement souvent, intensément et violemment martelé ce point que l'ensemble du propos a perdu son sens. Ils ne savent même plus quoi faire d'eux-mêmes, à part traiter de pro-russe quiconque suggère le contraire ou dit « Vous savez quoi, peut-être devrions-nous simplement prendre du recul un instant et réaliser que le bon vieux genre de politique de l'agenda de la liberté de George W. Bush, John McCain, ne va tout simplement plus nous soutenir, n'est-ce pas? Vous êtes automatiquement étiqueté comme pro-russe. En d'autres termes, la société géorgienne est tellement radicalisée et polarisée que vous êtes automatiquement un ennemi. Si vous proposez quelque chose d'intelligent, qui est de bon sens, oubliez les théories, oubliez la connaissance approfondie. Vous savez, juste de manière sensée, n'importe quel Géorgien ordinaire, s'il dit pourquoi nous battons-nous avec la Russie? Que pouvons-nous faire même si nous voulons nous battre avec la Russie? C'est du suicide. Automatiquement, vous êtes un lâche, vous êtes pro-russe et vous devez quitter le pays. Donc en mettant cette tragédie de côté, ce genre de suicide social de côté, ce que je veux aussi souligner, c'est que si nous parlons de sanctions en Géorgie, et je ne veux pas critiquer d'autres régimes ou pays, mais nous savons que la Géorgie est beaucoup plus démocratique que, disons, le régime syrien l'était, ou disons que le régime iranien l'est, ou disons ce qui se passe à Cuba. Je veux dire, factuellement parlant, quiconque observe la Géorgie comprend que la Géorgie est démocratique. Ce n'est pas une démocratie consolidée au sens occidental, mais c'est certainement une société démocratique, n'est-ce pas? Sa société veut devenir membre de l'Occident.
ces politiciens et partis politiques, depuis le premier jour après l'effondrement de l'Union soviétique, ont voulu rejoindre l'Occident. Donc, aussi imparfaite soit-elle, c'est une société démocratique. S'ils font ça à la Géorgie, et s'ils mettent tout dans le même sac en disant « Oh, le gouvernement géorgien », juste parce qu'il veut survivre et trouver un certain terrain d'entente pragmatique avec la Russie, tout d'un coup, ils vont être assimilés à, disons, de vrais autocrates là-bas. Alors, quelle chance avons-nous? Quelle chance quelqu'un a-t-il à cet égard? Heureusement, nous savons que la littérature sur les sanctions nous montre en quelque sorte que cela ne fonctionne pas vraiment et que cela n'a pas fonctionné. Mon professeur à Tufts, que j'ai eu l'honneur d'interviewer, a écrit des livres à ce sujet et il dit que cela ne fonctionne pas. Mais la question est, la Géorgie a-t-elle ce luxe de ne pas avoir peur, de ne pas avancer prudemment? Parce que son économie est minuscule et il suffit qu'une banque tombe ou qu'une grande entreprise tombe pour qu'une sorte de panique sociale s'installe, Dieu nous en préserve. Et si ça se produit, alors attention, parce que vous savez, et peut-être que c'est exactement ce à quoi je faisais allusion, comme je l'ai mentionné plus tôt, peut-être que c'est ce qu'ils visent. Mais de manière générale, oui, je veux dire, vous savez, Jeffrey Sachs parle toujours de son expérience avec Haïti et le régime d'Aristide, et comment Aristide lui a dit qu'il avait peur que les États-Unis viennent le chercher. C'est en quelque sorte, vous savez, le point principal de son histoire est toujours de dire comment cela a commencé, comment les récits ont commencé à s'installer, comment il est soudainement devenu ce monstre ou autre. Et les récits commencent à se développer et à construire ces histoires politiquement, vous savez, construites. Et puis vous avez, en quelque sorte, vous savez, le renversement du gouvernement. Et je me dis, bon sang, est-ce que c'est ce qui arrive à la Géorgie? Vous savez, où tout d'un coup maintenant, le rêve géorgien est annoncé comme une sorte de pro-russe, vous savez, communiste, et Russie, vous savez, parce que bien sûr la Russie, après avoir pris l'Ukraine, va entrer en Pologne, et ensuite elle va entrer dans les pays baltes, et ensuite elle va capturer toute l'Europe de l'Est. Et, vous savez donc, et nous connaissons ces mythes, nous connaissons ces récits construits, ces mythes qui, soit dit en passant, suscitent une sorte de réaction contradictoire qui se produit ici. D'une part, tout le monde comprend que ces mythes s'effondrent et s'écroulent sur leur propre philosophie, essentiellement parce qu'ils n'étaient tout simplement pas viables, tous ces mensonges. Mais en même temps, ils ont cet effet de retombée, n'est-ce pas? Pour des pays comme la Géorgie, évidemment, nous voyons la tragédie de l'Ukraine, où cela peut également être très manipulé contre des pays comme la Géorgie. Tandis que cet ordre mondial unipolaire, libéral, hégémonique et néoconservateur essaie de comprendre comment ne pas perdre ou comment prolonger sa perte. Donc, la Géorgie n'est toujours pas sortie d'affaire, loin de là.